3. Pourquoi accumule-t-on? 3.1 L'angoisse du vide. 3.1.1 Le vide fait plus peur que la douleur. Il y a une chose que beaucoup préfèrent ne pas avouer. Ils supportent mieux le stress que le vide. Le stress donne une forme. Il donne une mission. Il donne une excuse. Il donne une identité. Le vide, lui, ne donne rien. Il ne flatte pas. Il ne guide pas. Il ne distrait pas. Il te met face à toi. Et c'est exactement pour ça qu'il fait peur. 3.1.2 Quand tu t'arrêtes, tu t'entends. Tant que tu cours, tu n'entends pas. Tant que tu t'occupes, tu n'écoutes pas. Tant que tu remplis, tu ne sens pas. Mais dès que tu t'arrêtes, quelque chose remonte. Une fatigue que tu tenais à distance. Une tristesse que tu maquillais en activité. Une question que tu évitais depuis des mois. Parfois même un vide plus ancien. Un manque, une blessure. Je ne sais pas ce que je veux. Alors tu reprends ton téléphone. Tu relances une série. Tu ouvres une application. Tu fais une liste. Tu trouves une tâche. Pas parce que tu en as besoin. Parce que tu veux recouvrir le silence. 3.1.3 Le vide comme menace identitaire. Beaucoup se définissent par ce qu'ils font. Par ce qu'ils gèrent. Par ce qu'ils produisent. Par ce qu'ils résolvent. Alors si tu retires l'agitation, tu retires le costume. Et dessous, il y a une question brutale. Qui suis-je quand je ne fais rien? Cette question peut faire trembler. Parce qu'elle révèle parfois une vérité simple et douloureuse. Tu t'es perdu dans l'occupation. Et l'angoisse du vide, ce n'est pas peur de ne rien faire. C'est peur de découvrir que tu ne sais plus être. 3.1.4 La société qui diabolise l'espace. On vit dans un monde où le vide est traité comme une panne. Une seconde sans stimulation devient suspecte. On te propose de combler chaque micro-moment. Dans la file, dans le bus, aux toilettes, au lit. Le moindre trou de silence est rempli par du contenu. Et à force, ton système nerveux oublie une compétence essentielle. Se poser sans danger. Alors dès qu'il y a du vide, ton corps réagit comme s'il y avait un risque. Tu t'agites, tu cherches, tu remplis, tu fuis. Le vide devient une alarme conditionnée. 3.1.5 Le vide n'est pas rien. Le vide est un miroir. Le vide n'est pas vide. Le vide est un miroir. Il te montre ce qui manque. Il te montre ce que tu refuses. Il te montre ce que tu n'as pas réglé. Il te montre ton besoin réel, pas ton besoin inventé. C'est pour ça qu'il dérange. Parce que dans le vide, tu ne peux plus te mentir en vitesse. Tu ne peux plus te cacher derrière l'urgence. Tu ne peux plus te distraire avec le superficiel. Le vide enlève les masques. 3.1.6 Le premier contact avec le vide ressemble à une chute. Quand tu commences à créer de l'espace, ça peut faire peur. Tu peux ressentir une agitation soudaine, un besoin compulsif de vérifier quelque chose, une sensation de malaise vague, une tristesse qui monte sans histoire, une fatigue écrasante, une anxiété sans objet. Beaucoup interprètent ça comme un signe qu'ils font mal. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est le signe que tu arrêtes de fuir. Le vide, au début, c'est le sevrage du bruit. 3.1.7 Apprivoiser le vide au lieu de le combattre. Tu ne domptes pas le vide en te forçant à méditer 1 heure. Tu le domptes en petites doses, comme on apprivoise une lumière trop forte. Quelques minutes, sans écran, sans mission, juste être là, respirer, observer l'envie de remplir, sans céder tout de suite. Et là, tu découvres quelque chose de gênant mais précieux. Tu n'as pas toujours besoin de plus. Tu as besoin de moins. 3.1.8 Le brain dump comme SAS entre bruit et silence. Le brain dump est un passage, un SAS, parce que demander à quelqu'un de « faire le vide », quand il est saturé, c'est comme demander à une pièce pleine de fumée de devenir claire sans ouvrir la fenêtre. Le brain dump, c'est ouvrir la fenêtre. Tu laisses sortir le trop-plein, tu déposes les pensées, tu sors les boucles, et seulement après, le vide devient possible. Pas un vide qui angoisse. Un vide respirable, un vide où tu n'es plus menacé par toi-même, un vide où tu peux enfin entendre une chose rare, ce que tu veux vraiment, quand tu n'es plus en train de te remplir. 3.2 Le mythe du multitâche. 3.2.1 Ce n'est pas du multitâche, c'est du morcellement. Le multitâche, tel qu'on le fantasme, n'existe pas. Ce que tu fais, la plupart du temps, c'est sauter. Tu ne fais pas 2 choses à la fois. Tu fais une chose, puis tu la lâches, puis tu reviens. Puis tu relâches encore. Et à chaque saut, tu paies une taxe mentale. Le cerveau adore la continuité. Il déteste les ruptures répétées. Alors il s'épuise, non pas à cause des tâches, mais à cause des transitions. Tu te sens occupé, mais tu n'es pas productif.
Tu es fragmenté. 3.2.2 La fausse fierté d'être partout. On a valorisé un type de personne. Celle qui répond vite, qui gère tout, qui est disponible, qui n'oublie rien. Et tu l'as peut-être adopté comme une identité. Répondre pendant une réunion, travailler en parlant, faire défiler en mangeant, écouter à moitié, vivre à moitié. Ça donne l'impression d'être efficace, parce que ça donne l'impression d'être plein. Mais, plein, n'est pas utile. Plein, c'est parfois juste saturé. Cette fierté est un piège. Tu deviens addict au sentiment d'être sollicité. 3.2.3 Le multitâche comme anxiolytique. Le multitâche n'est pas qu'une habitude. C'est souvent une stratégie émotionnelle. Quand tu fais une seule chose, tu es face à toi-même. Face au vide, face à l'ennui, face à la peur de mal faire, face à la pensée qui dérange. Alors tu ajoutes une deuxième activité, puis une troisième, pour ne plus ressentir. Comme si le bruit occupait la place des émotions. Le multitâche devient un anxiolytique moderne. Il n'apaise pas, il anesthésie. 3.2.4 L'attention comme ressource sacrée. Ton attention n'est pas infinie. C'est une monnaie. Chaque fois que tu la coupes, tu la dévalues. Chaque fois que tu la disperses, tu l'affaiblis. Et le drame, c'est que tu ne perds pas seulement ta concentration sur une tâche. Tu perds ton lien au réel. Tu peux finir une journée en ayant fait 1000 micro-choses, et te sentir comme si tu n'avais rien vécu. Parce que l'attention, c'est la porte d'entrée de la vie. Sans attention, tout devient flou. 3.2.5 Le coût invisible. La fatigue sans accomplissement. Le multitâche produit une fatigue particulière. Une fatigue sans satisfaction. Tu n'as pas la fatigue de l'effort. Tu as la fatigue du dispersé. La fatigue de celui qui a couru dans tous les sens sans arriver nulle part. Tu t'endors avec l'impression d'avoir été actif toute la journée, mais pas d'avoir avancé, comme si ton énergie avait été aspirée par le vide. Ce type de fatigue est dangereux parce qu'il donne envie d'une récompense immédiate. Sucre, écran, alcool, achat, dopamine rapide. Et le cycle recommence. 3.2.6 Pourquoi tu y reviens malgré tout? Parce que le multitâche te donne 3 illusions rassurantes. L'illusion du contrôle, l'illusion de l'importance, l'illusion de la vitesse. Mais ces illusions ont un prix. Tu deviens incapable de profondeur, incapable de lenteur, incapable de silence. Et sans profondeur, tu perds ce que tu cherches, du sens. 3.2.7 Le brain dump comme antidote au morcellement. Quand tu fais un brain dump, tu arrêtes de sauter, tu poses tout au même endroit, tu ramènes les fragments dans une seule pièce. Tu récupères une vision globale, ce qui te tire dans tous les sens, ce qui compte vraiment, ce qui est juste du bruit, ce qui est une peur déguisée. Ensuite seulement, tu peux choisir. Pas faire plus, choisir mieux. Le brain dump ne te rend pas plus rapide, il te rend plus entier. 3.2.8 La vérité simple. Le multitâche te donne l'impression de vivre plus. En réalité, il te fait vivre moins. Tu ne gagnes pas du temps. Tu perds de la présence. Et la présence, c'est la seule chose que tu ne peux pas rattraper plus tard. 3.3 La course à la productivité. 3.3.1 Devenir une machine sans l'avoir choisi. La productivité, au départ, c'est une idée simple. Faire ce qu'il faut, sans se perdre. Mais dans beaucoup de vies, elle s'est transformée en religion. Une religion sans Dieu, avec des chiffres à la place. Tu ne cherches plus à avancer. Tu cherches à prouver. Prouver que tu n'es pas paresseux. Prouver que tu mérites ta place. Prouver que tu optimises ton temps comme si le temps était un patron. Et sans t'en rendre compte, tu te traites toi-même comme un outil. 3.3.2 L'angoisse derrière le mot « efficacité ». La course à la productivité est souvent un masque. Le masque de la peur. Peur de manquer, peur d'être en retard sur la vie, peur de ne pas être reconnu, peur de finir, moyen, peur d'avoir gaspillé son potentiel. Alors tu remplis les journées, tu remplis les semaines, tu remplis ta tête, tu n'oses plus avoir une heure vide, parce qu'une heure vide te renvoie une question. Et si je n'étais pas assez? 3.3.3 Les objectifs comme cage dorée. On t'a appris à mettre des objectifs partout. Objectifs de travail, objectifs de sport, objectifs de lecture, objectifs de sommeil, objectifs de bonheur. Même ton repos devient un projet. Même ton plaisir devient une performance. Tu ne te demandes plus « Est-ce que ça me nourrit ?» Tu te demandes « Est-ce que j'en fais assez ?» Et là, tu bascules dans un piège cruel. Tu n'es jamais en paix, même quand tu réussis. Parce que la réussite n'arrête pas la course.
Elle augmente juste la vitesse. 3.3.4 Le cerveau comme tableau de bord. La course à la productivité te transforme en manager de toi-même. Tu te surveilles, tu te notes, tu te critiques, tu t'évalues. Tu as un tableau de bord intérieur. Tu aurais dû être plus efficace. Tu as perdu du temps. Tu n'as pas fait assez. Reprends-toi. Tu n'as plus un mental. Tu as un contrôle qualité. Et ce contrôle qualité, même quand tu te reposes, continue. Il te regarde dormir. Il te juge en silence. 3.3.5 La vie réduite à des cases cochées. C'est là que tu te fais voler l'essentiel. Tu peux cocher 20 tâches dans une journée et te sentir vide le soir. Parce que cocher n'est pas vivre. Parce que accomplir n'est pas ressentir. Parce que produire n'est pas exister. Tu peux être productif et absent. Absent à toi, absent aux autres, absent au moment. Et à force, tu ne sais même plus ce que tu poursuis. Tu poursuis l'habitude de poursuivre. 3.3.6 La productivité comme fuite de l'intime. La productivité a un grand avantage. Elle évite les questions qui font mal. Si tu es occupé, tu n'as pas à regarder ton couple. Si tu es occupé, tu n'as pas à regarder ta solitude. Si tu es occupé, tu n'as pas à regarder ta peur. Si tu es occupé, tu n'as pas à admettre que tu ne sais pas où tu vas. Être occupé, c'est parfois le moyen le plus efficace de ne pas se rencontrer. Mais l'intime revient toujours, il attend juste que tu ralentisses. 3.3.7 Le corps finit par dire non. On peut tricher longtemps avec le mental, mais pas avec le corps. Le corps, lui, ne négocie pas. Quand tu tires trop, il casse quelque chose. Fatigue chronique, insomnie, tension, irritabilité, troubles digestifs, perte de désir, baisse de concentration. Et là, souvent, tu fais encore pire. Tu cherches à optimiser ton épuisement. Tu veux une méthode pour être performant malgré la fatigue. Au lieu de voir la vérité, la fatigue est un message, pas un obstacle. 3.3.8 Sortir de la course. Redevenir humain. Sortir de la course ne veut pas dire devenir inactif. Ça veut dire changer de moteur. Ne plus agir par peur. Agir par choix. Ne plus remplir pour calmer l'angoisse. Remplir seulement ce qui a du sens. Ne plus confondre repos et faiblesse. Ne plus confondre lenteur et échec. Et surtout, accepter une phrase simple, mais révolutionnaire. Ta valeur ne dépend pas de ton rendement. 3.3.9 Le brain dump comme rupture. Le brain dump est un acte de sabotage contre la course. Tu poses tout ce que tu portes, les injonctions, les il faut, les objectifs absurdes, les dettes mentales, les comparaisons, les pressions. Tu les mets devant toi, tu les regardes, et pour la première fois, tu peux distinguer ce qui est important de ce qui est juste urgent, ce qui est à toi de ce qui t'a été collé dessus. À partir de là, tu ne cours plus pareil. Tu avances, mais tu respires. Et quand tu respires, tu redeviens vivant. 3.4 Mémoire, souvenir et identité. 3.4.1 Tu n'as pas une mémoire, tu as une histoire. La mémoire n'est pas un coffre-fort. C'est un récit. Tu ne stockes pas ta vie comme une caméra. Tu la reconstruis. Tu la réécris. Tu la accent aigu interprète. Et cette reconstruction n'est pas un détail. Elle façonne ton identité. Tu ne te dis pas seulement « je me souviens », tu te dis « voilà qui je suis ». Alors quand tu as peur d'oublier, tu n'as pas peur de perdre une information. Tu as peur de perdre un morceau de toi. 3.4.2 Les souvenirs comme point d'ancrage. Il y a des souvenirs qui te stabilisent. Des instants qui servent de pilier. Un regard, une victoire, une trahison, une naissance, une chute. Ces souvenirs deviennent des repères, pas parce qu'ils sont objectivement importants, mais parce qu'ils portent une émotion forte. Ils disent « c'est là que j'ai changé, c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai cessé d'être le même ». Et comme ils te structurent, tu t'y accroches. Parfois trop. 3.4.3 L'identité comme prison de souvenirs. Le piège, c'est quand le souvenir devient une étiquette. Quand l'histoire que tu te racontes devient ta cage. Je suis quelqu'un qui, moi, de toute façon, depuis ce jour-là, un événement peut te marquer, oui, mais si tu te définis uniquement par lui, tu te condamnes à le revivre. Tu peux devenir l'enfant qui n'a pas été aimé, l'adulte qui a été humilié, le courageux qui a tout tenu, le fort qui n'a pas le droit de craquer. Et tu n'es plus une personne, tu es un personnage. 3.4.4 Les souvenirs qu'on garde pour ne pas avancer. Certains souvenirs sont gardés comme des armes, pour justifier, pour se défendre, pour ne pas pardonner,
Pour ne pas bouger, on croit qu'on garde le souvenir, par fidélité, mais parfois on le garde par peur de changer. Parce que changer, c'est perdre une part de ce qu'on connaît. Même si ce qu'on connaît fait mal, le cerveau préfère une douleur familière à un inconnu libérateur. 3.4.5 La surarchivage moderne. Aujourd'hui, tu ne gardes plus seulement des souvenirs dans ta tête. Tu les gardes partout. Photos par milliers, messages sauvegardés, captures d'écran, vidéos, historiques, cloud, dossiers. Tu construis une mémoire externe gigantesque. Et tu crois que tu protèges ta vie. Mais parfois, tu empêches ta vie de passer. Parce que conserver, c'est refuser de laisser mourir. Or certaines choses doivent mourir pour que tu respires. Des versions de toi, des relations, des regrets, des attentes. Tout archiver, c'est parfois refuser le deuil. 3.4.6 L'oubli n'est pas une trahison, c'est une fonction. L'oubli n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Oublier, c'est laisser le cerveau trier ce qui est utile et ce qui est bruit. Oublier, c'est alléger. Oublier, c'est permettre au présent de ne pas être écrasé par le passé. Tu n'es pas censé porter chaque détail de ta vie comme un inventaire. Tu es censé porter le sens. Le problème, c'est que la peur d'oublier te pousse à tout garder. Et tout garder te surcharge. Et la surcharge brouille ton identité. Tu ne sais plus ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment, parce que tout se mélange. Passé, présent, injonction, regret, nostalgie. 3.4.7 Le brain dump. Déposer le récit pour le réécrire. Le brain dump a une puissance particulière ici. Il met ton récit dehors. Tu écris ce dont tu te souviens. Tu écris ce qui te hante. Tu écris ce que tu te répètes. Et quand c'est écrit, tu peux enfin voir où tu te mens, où tu exagères, où tu te punis, où tu restes bloqué, où tu t'inventes une identité trop étroite. Tu reprends de la distance. Tu redeviens auteur, pas prisonnier. 3.4.8 Devenir soi. Ce n'est pas se souvenir de tout. Devenir soi, ce n'est pas accumuler des souvenirs. C'est choisir ce que tu veux incarner. Tu peux honorer ton passé sans te laisser gouverner par lui. Tu peux te souvenir sans te figer. Tu peux garder des traces sans vivre dans un musée. L'identité la plus saine n'est pas une mémoire parfaite. C'est une direction. Et cette direction apparaît plus clairement quand tu as vidé ce qui encombre. Quand tu as posé tes souvenirs, tes regrets, tes versions de toi. Quand tu acceptes une vérité simple, tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu en fais, maintenant. 3.5 Le poids des injonctions sociales. 3.5.1 Les il faut qui vivent dans ta tête. Tu crois que tes pensées sont à toi, mais une grande partie de ton bruit intérieur vient d'ailleurs. C'est une voix qui dit « Il faut réussir, il faut être stable, il faut être productif, il faut être intéressant, il faut être en forme. Il faut être disponible, il faut être heureux, il faut être quelqu'un. » Et le pire, c'est que ces « il faut » ne se présentent pas comme des opinions. Ils se présentent comme des lois. Tu ne les questionnes même plus, tu les exécutes. 3.5.2 La comparaison comme poison quotidien. Tu n'as pas besoin de te comparer volontairement. Le monde le fait pour toi. Réseaux sociaux, des vies montées, filtrées, sélectionnées, publicité, décors parfaits, des familles parfaites, des maisons parfaites. Discours ambiant. Si tu veux, tu peux, comme si la vie était un simple tableau de volonté. Alors tu regardes, et tu te sens en retard. Tu te dis que tu devrais être plus loin. Tu devrais déjà avoir réussi. Tu devrais déjà être guéri. Tu devrais déjà être riche, mince, aimé, accompli. La comparaison ne te motive pas. Elle te ronge. 3.5.3 La honte comme moteur social. Beaucoup d'injonctions fonctionnent grâce à une seule énergie. La honte. On ne te dit pas, fais ça pour toi. On te fait sentir, si tu ne le fais pas, tu es moins respectable, moins adulte, moins sérieux, moins désirable, moins digne. Alors tu t'agites, tu surcompenses, tu remplis, et tu finis par vivre non pas pour être heureux, mais pour éviter d'être jugé. 3.5.4 Le rôle que tu joues sans le savoir. La société adore les gens cohérents, les gens qui rentrent dans une case. Tu dois être ceci: travailleur, calme, positif, solide, disponible, performant, adaptable. Et si tu ne colles pas au rôle, on te le fait payer. On te trouve bizarre, on te trouve fragile, on te trouve instable, on te trouve trop. Alors tu joues, tu ajustes, tu fais semblant. Et chaque fois que tu trahis ton ressenti pour rester acceptable, tu charges ta tête d'un poids de plus. Parce que porter un masque,
Ça consomme. 3.5.5 L'injonction au bonheur. Celle-là est la plus sournoise, parce qu'elle se déguise en bienveillance. Pense positif, relativise, regarde le bon côté. Il y a pire, tu attires ce que tu vibres. Sous ces phrases, il y a parfois un message violent. Ne dérange pas avec ta douleur. Alors tu fais semblant d'aller bien. Tu rationalises, tu minimises, mais ce que tu refuses de ressentir, tu le stockes. Et ce stock devient ta charge mentale, ton bruit, ta fatigue. Le bonheur forcé devient une prison polie. 3.5.6 Les injonctions contradictoires. Ce qui rend fou, c'est qu'on te demande tout et son contraire. Sois ambitieux, mais sois présent. Sois performant, mais sois zen. Sois disponible, mais fixe des limites. Sois authentique, mais reste convenable. Sois unique, mais ne dérange pas. Tu ne peux pas gagner, alors tu t'épuises à essayer. Et tu crois que le problème vient de toi, alors qu'il vient souvent du système de demande impossible. 3.5.7 Le brain dump. Sortir ce qui n'est pas à toi. Le brain dump est un acte de décontamination. Tu écris tout ce que tu dois, tout ce que tu devrais, tout ce que tu crains de ne pas être, tout ce que tu fais pour plaire, pour éviter, pour être validé. Et quand c'est sur papier, tu vois enfin la vérité. Une partie de ton poids n'est pas la vie, c'est le regard des autres dans ta tête. Tu peux alors faire un tri brutal, mais libérateur. Ce qui est vraiment important pour toi, et ce qui est juste socialement applaudissable. 3.5.8 Reprendre l'autorité intérieure. Le but n'est pas de devenir rebelle. Le but est de redevenir souverain. Que ta vie ne soit pas un dossier à valider. Que ton corps ne soit pas un projet à optimiser. Que ton existence ne soit pas une performance à justifier. Tu n'es pas né pour satisfaire une norme. Tu es né pour vivre. Et vivre, parfois, commence par un geste très simple. Faire sortir de ta tête les injonctions qui l'occupent. Les voir, les nommer et choisir, enfin, ce que tu gardes. Pas pour être aimé, pour être vrai.